Nous sommes en ce moment en pleine actualité. Des attentats meurtriers viennent de se dérouler à Bruxelles, à l'aéroport et dans la station Malbec du métro, faisant plus de 10 morts à l'instant où nous parlons et des dizaines de blessés. Et nous avons fortement une pensée pour nos amis belges et autres victimes touchées par ces attentats. Ces attentats s'inscrivent dans un continuum qui désormais dure depuis plusieurs années et dont le point culminant en France s'est traduit par les attentats de Charlie début janvier et ceux considérablement meurtriers du 13 novembre, plus de 130 morts et des dizaines de blessés. Le terrorisme islamique radical armé se développe maintenant depuis une vingtaine d'années dans des conditions extrêmement dangereuses et aujourd'hui touche la France dans une ampleur jamais connue à ce jour. Il faut rappeler qu'en 2015, 1700 Français sont passés par la Syrie pour aller faire le djihad. On considère qu'il en reste 5 à 600 sur le terrain aujourd'hui. Et 150 sont morts dans les combats, à la fois en Syrie et dans les attentats meurtriers qu'ils ont perpétrés sur le sol européen. C'est une situation inconnue qui nous classe, nous Français, parmi les premiers en nombre en Europe et parmi les premiers en nombre dans le monde. Seuls les Tchétchènes, la Tunisie arrivent à faire mieux que nous aujourd'hui en termes de contingent. Mais le contingent le plus important rapporté à la population, c'est la Belgique, avec plus de 500 djihadistes belges répertoriés, ce qui, mis en perspective d'une population de 11 millions, en fait en réalité un contingent plus important que le contingent français. C'est cette situation rapporté aux années 80 où nous avions une dizaine de terroristes de type action directe et quelques moyen-orientaux, change complètement la donne de du combat finalement à livrer contre le terrorisme. Ce terrorisme qui a un nom, il s'agit du djihadisme ou de l'islamisme armé. Et dernier point pour répondre à cette première question, il faut aussi rappeler que le Premier ministre a précisé que sur le territoire français, il y avait 10 000 fiches S, c'est-à-dire fiches de personnes répertoriées comme sympathisants au djihad, et qui, pour le coup, représentent un élément de menace comme nous n'avions jamais connu depuis des années et des années. Alors tout est vraisemblablement lié puisqu'on ne peut pas parler que d'une connexion française dans les attentats que nous avons connus l'année dernière, mais bien entendu d'un réseau européen qui plonge ses liens, ses relations avec la Syrie, qui est aujourd'hui le cœur, le noyau de l'activité djihadiste. On a connu l'Afghanistan dans les années 2000, mais aujourd'hui, par cette proximité territoriale d'une certaine manière, puisque un ticket de bus suffit de vous amener en Turquie puis passer la frontière, nous avons une connexion finalement djihadiste extrêmement puissante qui s'est développée et qui a fait qu'en l'espace de 3 ans pas plus, on est passé d'une dizaine de sympathisants à des milliers de sympathisants en Europe ayant fait le chemin ou voulant faire le chemin du djihad. Premièrement, ce n'est pas un fait nouveau. L'islamisme radical plonge ses racines avec la renaissance arabe des années 1920 et va se cristalliser à partir de la révolution iranienne de 1979, qui est chiite, puis tous les mouvements radicaux qui vont se développer notamment en Égypte, qui est le creuset idéologique du mouvement dans les années 80, et qui vont essaimer, à partir de la guerre d'Afghanistan,
d'abord sur place, où va se constituer le premier réseau, celui de Ben Laden, que nous connaissons bien, et qui va ensuite essaimer dans tous les autres pays, l'Algérie qui connaîtra la première guerre civile majeure de ce côté-là, l'Égypte et d'autres pays. La deuxième idée reçue qu'il faut combattre, qui elle est pour le coup vraiment très dangereuse, c'est le fait d'amalgamer le monde musulman avec ces gens-là. Il faut rappeler de façon extrêmement ferme que l'État islamique Daesh, Al-Qaïda, tue beaucoup plus de musulmans que toute autre religion ou groupe ethnique. Donc il y a, de ce point de vue-là, une guerre au sein de l'islam, que Gilles Kepel a pu qualifier de fitna en son temps, la sédition, c'est-à-dire le fait que l'on combat dans son propre camp pour obtenir la victoire. Et finalement, les Européens sont des dommages collatéraux dans cette lutte qui d'abord se veut pour la prééminence politique et religieuse dans l'islam. Troisième idée reçue très importante, il n'y aura pas de fin prévisible à court terme et à moyen terme de cette menace. Nous sommes rentrés dans une guerre de longue durée. Le président de la République a utilisé ce terme après les attentats du Bataclan et du Stade de France. Nous sommes dans une guerre de longue durée qui touche à la fois les théâtres extérieurs dans lesquels l'armée française est engagée, je pense notamment au Mali, au Niger, à toute la bande sahélienne, et bien sûr au Proche-Orient, mais également sur notre sol, lorsque 10 000 personnes sont sympathisantes du djihad, nous pouvons considérer que la menace est sur le sol français et sur le sol européen, comme viennent de le démontrer tragiquement les attentats de Bruxelles. Concernant l'avenir, il faut répondre en deux temps. La menace, nous venons de le dire, est une menace de longue durée. Le nombre de personnes concernées en Europe notamment est tout à fait considérable. On n'a pas parlé de l'Allemagne, on n'a pas parlé de l'Angleterre, mais eux aussi sont des nations dans lesquelles les djihadistes se développent, même peut-être dans une amplitude moindre, mais de façon tout à fait réelle, et l'Espagne et l'Italie sont concernées aussi. Nous sommes donc sur un mouvement global. L'autre problématique est la réponse. Pendant 20 ans, la France a réussi à éviter tous les attentats sur son sol. Pourquoi n'y est-elle pas arrivée à partir des attentats de Mohamed Merah en 2013 ? Parce que il y a deux causes principales. La première, c'est la réforme qui a été mise en place à partir de 2008 des services de sécurité intérieure a privilégié à la fois l'action judiciaire et l'intervention au détriment du renseignement de sécurité intérieure de proximité qui étaient traditionnellement en France les renseignements généraux. L'affaiblissement de la connaissance du tissu intérieur français a considérablement affaibli la capacité à détecter des signaux faibles. Le deuxième élément concerne la coopération européenne. Il y a une coopération remarquable entre la France et certains pays, mais pas avec d'autres. Coopération extraordinaire avec le Royaume-Uni, avec l'Espagne et aussi avec l'Italie. Avec l'Allemagne, c'est plus difficile en raison de la nature fédérale de l'État allemand, mais un des problèmes, je dirais, de coopération majeure que l'on a eu, c'est bien aussi avec la Belgique, d'où le fait que, finalement, la connexion ne se soit pas faite entre les services belges et les services français, qui a entraîné, malheureusement, qui a facilité le développement des attentats du Bataclan et du 13 novembre, et qui a considérablement, finalement, empêché la compréhension globale d'un système qui apparaît aujourd'hui de façon très claire une fois qu'il a été reconstitué, c'est-à-dire cette européanisation du djihad qui se concentrer sur la Belgique, mais qui a ses ramifications en Allemagne, en Suède et dans les pays nordiques, et bien entendu en France. Et pour le coup, là, s'il n'y a pas un véritable effort de reconstitution d'un espace de sécurité intérieure et de renseignement européen, on va vers de gros ennuis. Et dernier point, la bataille militaire et la bataille sécuritaire judiciaire antiterroriste ne pourra
avoir une véritable fin que lorsqu'on se sera reposé la question de l'identité. L'identité française, l'identité européenne, face à des gens qui, d'une certaine manière, ont brûlé leur passeport, ont rejeté les pays dans lesquels ils sont nés, parce que tous sont nés ici, presque, et ont considéré que finalement, une autre allégeance leur était supérieure, cet État islamique qui aujourd'hui a pris la forme la plus aboutie, ce qui a été Al-Qaïda auparavant, mais qui est un espèce de fantasme d'une identité musulmane rêvée, réinventée, dans lequel la guerre fait substitut de tout autre avenir et de toute autre expression de l'aventure. Et donc, travailler à la fois en tant que Français et en tant qu'Européens à repenser une identité nationale qui soit fondée sur les bases d'une solidarité reconstituée, ça va être le grand enjeu de demain.